Bienvenue à cette nouvelle session d'information dédiée aux rétrospectives de la semaine. Ouvrons cette édition avec la journée de lundi qui était plus dédiée au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui avait clôturé son séjour à Lubumbashi. Suivant le commentaire. La conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés a vécu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'heure est à la restitution des travaux de cette importante table ronde. C'est dans ce cadre que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens dans sa résidence officielle de Lubumbashi avec les gouverneurs de 9 provinces, des espaces Grand Katanga et Grand Kasaï et les présidents des assemblées provinciales qui ont tous participé à ces assises, précise le gouverneur de la province haute, Jacques Kiaboula Katoué, au sortir de cette entrevue. Nous avons pris l'option de remercier le chef de l'État, premièrement pour avoir permis la tenue de cette grande manifestation qui est la première ici où on retrouve les provinces du Kasaï et du Grand Katanga ensemble et réfléchissent autour des questions d'intérêt commun de province. Et nous avons été lui dire que nous allons suivre toutes les résolutions comme ça a été pris et le suivi sera assuré, mais aussi nous lui avons demandé qu'il puisse, au-delà de ce plan de 145 territoires, parce que ce plan de 145 territoires a pour objectif bien sûr d'appuyer les territoires afin de réduire la pauvreté de la population. Et c'est cet état de pauvreté qui crée le mouvement d'exode et de déplacement de masse vers d'autres provinces, ce qui déséquilibre davantage l'économie et de la province qui accueille et de la province qui connaît les départs. Alors donc, avec le chef, nous lui avons donné des assurances, mais nous lui avons demandé aussi que les fonds liés à la péréquation puissent accordés aux provinces du Kasaï, et que les provinces du Katanga bénéficient des fonds retenus pour les générations futures, les 10%, afin que ces fonds boostent l'agriculture. Les suivis et l'application des résolutions pertinentes issues de la conférence interprovinciale de Lubumbashi sont d'une impérieuse nécessité pour garantir la cohabitation pacifique entre les deux communautés katangaises et kassaïennes vivant ensemble depuis des lustres. La conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kasaï était aussi évoquée au cours des entretiens que le président de la République a eu avec Monseigneur Fulgence Mouteba Mougalou, archevêque métropolitain de Lubumbashi. J'ai suivi les conclusions de cette table ronde, je les trouve très intéressantes. Et je l'ai informé en même temps qu'il y a une autre initiative dans le même sens, parce que la paix, c'est une réalité dynamique et complexe. Alors je l'ai informé que nous allons tenir un forum pour la réconciliation et l'unité des Katangais et des Katangaises. Et nous avons échangé autour de ça. Il m'encourage, il nous encourage à vivre justement dans la cohabitation pacifique. L'homme d'église entend s'impliquer davantage dans des actions favorisant la cohésion nationale en prêchant la paix entre les populations des provinces de deux espèces katangais et kassaïens. Le monde entier a célébré le 1er mai dernier la Journée internationale du travail avec comme thème retenu au niveau national promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation, en présence de plusieurs personnalités du pays. Par ailleurs, la population a réagi au micro de Congo France en rapport avec la situation actuelle qui prévaut dans le pays. Je suis un peu surpris de ce que vous dites qu'hier c'était une journée qu'on avait célébrée pour l'emploi. Vous allez peut-être vous étonner. Moi-même, je suis fonctionnaire de l'État, je n'ai pas célébré cette journée. Je suis très étonné avec ça. Donc, je pense qu'avec les taux, vous savez que je suis fonctionnaire, mais on ne me paye pas. C'est depuis 2018. Ça, c'est compliqué. Et comment je vais célébrer cette journée? Même si j'étais informé, bon, je fais semblant, j'étais informé, j'étais au courant, je ne sais pas quoi dire. Mais je vous dis que je n'ai pas senti de gens en train de célébrer cela. Néanmoins, ceux qui sont là-bas, quand je dis ceux qui sont là-bas, ceux qui sont dans le ministère, ceux qui sont à la présidence, ce sont eux qui ont fêté, pas nous. Parce que nous, moi personnellement, je ne suis pas payé.
journée de travail eza mokolo malamu ya kokanisa ntako mosusu ndenge tosalaki mosala ntako mosusu na baentreprise na biso kokanisa mpe makambo mosusu oyo tokoki koameliore wana nde nakoki kolobela na makambo etali mpe na journée de travail. Concernant la journée internationale qu'on avait célébrée hier, vraiment c'était très bien passé, mais j'encourage seulement, j'encourage à nos camarades qui ne veulent pas travailler, il faut qu'ils prennent au travail, parce qu'on dit qu'il n'y a pas son métier, tout travail mérite son bien, comme disons les Français. Nous voulons que nous tous nous prenons au travail. La célébration de la Journée nationale de l'enseignement 2021 intervient dans un contexte singulier caractérisé par la persistance de la pandémie de la maladie à coronavirus, la COVID-19, qui a conduit en début de cette année scolaire à l'arrêt momentané des activités scolaires. Mais notre pays a fait davantage preuve de sa capacité à organiser ces mécanismes de mitigation pour éviter de sacrifier la scolarité des enfants à l'autel de ce virus impénitent qu'est la COVID-19. Sans coup férir et courageusement, le président de la République a appelé les parents à remettre nos enfants sur les chemins de l'école depuis le 22 février 2021 sur la base d'un calendrier scolaire réaménagé dont il faudra garantir un meilleur achèvement. C'est dans cet élan que nous pensons qu'il demeure impérieux que nous assurions tous et chacun dans son champ d'action une gouvernance rigoureuse du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique à travers la réforme du CECOPE, la fiabilisation du listing suivi paye des enseignants, la rationalisation du processus de création des écoles et bureaux gestionnaires, l'utilisation rationnelle des ressources disponibles permettant un pilotage orthodoxe du sous-secteur de l'EPST, la formation et le renforcement des capacités du personnel enseignant pour matérialiser la qualité de l'enseignement, l'optimisation de l'enseignement en ligne, la culture des performances, l'amélioration de la gouvernance du secteur éducatif et la culture des redevabilités. La journée du 1er mai dédiée aux travailleurs a été célébrée en transport au Congo sous le signe de l'unité à travers une marche de santé. Partis de la place Kintambo Magasin, les agents et cadres de transport au Congo ont été surpris par la présence du ministre des Transports Chirubin Okende qui s'est joint à eux en plaçant un mot avant le départ, question de leur témoigner son attachement. Le long du chemin, il était question de l'endurance jusqu'à la place de la gare, point de chute. Malembe. Sur place, le directeur général intérimaire de Transco, Chief Chipomba, a remercié le ministre pour sa participation à cet événement qui marque son attention à cet établissement. Je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le ministre, parce que dimanche. Mais il a pensé qu'il était bon de s'associer à nous en ce jour où la terre entière est en train de célébrer la journée internationale du travail. C'est un jour qui est en communion avec Dieu. Parce que Dieu, avant de se reposer, il avait travaillé. Voilà pourquoi les humains ont pensé que après une année de travail, sinon pendant une année, on doit s'arrêter un jour pour fêter ce qu'on fait chaque jour. Et c'est aujourd'hui. Mais nous avons pensé pratiquer le sport ensemble. Parce que le travail que l'on fait tout le jour ne nous permet pas très souvent d'aller transpirer. Voilà pourquoi nous avons jugé utile de nous retrouver et de marcher comme on a fait. Le ministre des Transports, Chirubin Okende, a à son tour félicité et encouragé les agents et cadres de Transco pour le travail remarquable qui contribue à la relance de cet établissement. Félicitations mingi pour bolakisi discipline ya musala. Ezalaki facilité. Parce que tozalaki na yango période ya grève et ali lisusu na motu ya makasi bongote. Donc bosali makasi. Encouragement. Ya bino elingi kolobaka botalaka monene ya Transco. Transco et que s'étendre et que se développer dans la République Mobimba.
Prenant lui-même les volants après la marche, le directeur général Chef Chipamba a conduit les marcheurs dans la commune de Limete où un verre et un repas copieux ont été partagés dans une ambiance bon enfant, reflétant la sérénité retrouvée à Transco depuis l'avènement du comité Chipamba. La journée du mardi était marquée par le débat autour de la loi Tchani et l'intervention de Raphaël Loulou suivant. À quelques jours de la marche du bloc patriotique, le bloc se débloque avec des conflits internes. La Mouka pointe du doigt l'église catholique et le Front commun pour le Congo appelle les prêtres à être responsables. Et nous ne pouvons qu'aller avec des gens qui partagent avec nous les mêmes points de vue sur cette cause-là pour que nous arrivions à mener ce combat en synergie. Il est certes vrai que l'Église catholique a déjà faussé compagnie plusieurs fois, tel que la Mouka le révèle. Même nous n'avions pas vu ça d'un bon œil, que l'Église catholique soit approchée ou qu'elle aille rencontrer l'équipe de la CENI que nous estimons ne pas être en place, pour autant que les moyens de désignation n'étaient pas consensuels. Et nous estimons que l'Église catholique n'a qu'à tirer les conséquences de ce qu'elle est en train de faire. Et pour nous, c'est de demander à l'Église catholique à pouvoir être assez responsable. D'après Raphaël Loulou, au cadre du FCC, l'ERCAN ne veut rien d'autre qu'une organisation sérieuse des élections en 2023. Que pour la cause ici de la loi électorale, du projet de loi électorale, qui est sous examen au Parlement tel qu'il est déjà programmé, nous aimerions attirer l'attention de tout le peuple congolais qu'il ne s'agit pas ici du régime Félix Tshisekedi. Ce n'est pas ça notre affaire. Parce que la loi électorale, elle pourra agir en dehors du fonctionnement du régime Tshisekedi. C'est pour préparer une autre étape, notamment les opérations préélectorales et électorales et l'après-élection. Donc, nous sommes en train de vouloir montrer à tout le monde, et même à l'Église catholique, aux fidèles de l'Église catholique et de l'Église protestante, que c'est une affaire qui concerne l'ensemble du peuple congolais. Il s'est de signaler que le souci majeur du FCC reste l'organisation dans les délais, dans le respect des textes de la République, afin de nous éviter toutes sortes de crises post-électorales. Cap vers les élections de 2023, des voix s'élèvent de partout et à quelques jours des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, une question mérite d'être posée. Qu'est-ce que les élus doivent faire face à la loi Tchani qui exige que l'on ait une nationalité congolaise de père et de mère? La population congolaise a par ailleurs réagi au micro de Congo France. Pour cette histoire de nationalité, ça m'énerve. Moi, je vous dis vrai. Vous pensez qu'il y a des Congolais qui quittent ici au Congo, qui vont en Amérique, ils vont prendre des nationalités de l'autre côté. Vous pensez que c'est dans le bon? C'est parce qu'ici, il y a la souffrance. Et cette histoire-là, on doit arrêter avec ça. Ceux qui tuent le Congo aujourd'hui, ce sont des vrais Congolais de père et de mère. Ce sont eux-là. Même à l'Est là, ce sont des Congolais qui sont dans des cabales avec d'autres étrangers. Moi je pense qu'on doit abolir cette histoire-là. Il faut laisser tout le monde. Il faut laisser tout le monde. Moïse il était parti en Israël, il était devenu roi. Il était des nationalités de père et de mère là-bas. On doit arrêter avec cette histoire-là. On n'a pas un leadership. J'ai suivi Tshisekedi, le père, qui nous a dit le manque de leadership. Nous manquons le leadership qui peut défendre même le Congo sans pour être congolais. Moi, je suis pour ces gens. Moi, les femmes peuvent diriger.
ayaki kana ba discours ebele to betele maboko, mais à la fin de compte eloko ezata il n'est rien. Lipo ya musapi moko wana nde lipo ezalaki 200 francs, lelo comme 500. Nde yango wana. Asa mwana mboka, mais tozo mona yango te. Oya koya ko bongisela biso mboka nde tozo luka. Concernant cette proposition de loi, dont certaines partagent cet avis, en pensant que pour diriger ces pays, il faut être nécessairement un digne fils, un Congolais, mais d'autres par contre pensent que cette loi est venue pour diviser les Congolais. VTR. Le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte militaire au pouvoir en Guinée, a annoncé samedi 30 avril dernier avoir opté pour une durée de transition de 39 mois avant de rendre le pouvoir aux civils. L'officier, qui a renversé le président Alpha Condé en septembre et s'est fait proclamer chef de l'État depuis lors, a tenu ses propos après la clôture, vendredi, de 2 consultations politiques contestées, une conférence dite de réconciliation et un cadre de concertation inclusif, toutes deux boudées par un grand nombre de partis politiques. Le Comité national du rassemblement et du développement CNRD, l'organe dirigeant de la junte et le gouvernement à leur tour soumettront au Conseil national de transition, CNT, qui détient lié des parlements cette proposition qui est consécutive à des larges et patientes consultations. Fin mars, s'impatientant devant leur refus manifeste d'annoncer une date pour des élections destinées à rendre le pouvoir aux civils, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait sommé les autorités de Conakry de lui présenter, au plus tard le 25 avril, un calendrier de transition acceptable sous peine d'une extension des sanctions économiques décidées contre le pays après le coup d'État. Mais la junte a laissé passer les délais et demandé à avoir davantage le temps par rapport à l'échéance du 25 avril afin de permettre la poursuite des consultations en septembre après les putsch à Conakry. Les chefs d'État de la CEDEAO avaient insisté pour que la transition soit très courte et que des élections soient organisées dans un délai ne dépassant pas 6 mois. La journée de mercredi était beaucoup plus marquée par l'annonce de la candidature de Matata Ponyo comme candidat président aux élections de 2023 après le congrès organisé par son parti politique et l'interpellation du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de la ville province de Kinshasa. Suivons en image. Je vous informe avoir décidé d'accepter votre choix porté sur ma personne comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle. L'ancien premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo a été investi à Kinshasa ce mardi 3 mai. Candidat à l'élection présidentielle 2023 à l'issue du congrès de son parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement. Son parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD, a pris la ferme résolution de s'investir à fond dans la recherche des solutions à l'insécurité dans l'est de la RDC. Car aucun développement ne peut être envisagé à situation de guerre et de conflit. Nos sœurs, nos mamans qui se finissent par perdre le sens de la vie, des développements massifs de nos concitoyens, sans observer régulièrement cette situation retenue bien procédée, fondamentalement d'une malédiction de leadership et de gouvernance qu'il faut exaucer dès aujourd'hui, déclarait Matata Ponyo. Présidée par l'honorable président Godem Poika Dima, la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été consacrée à l'interpellation de Didier Tengetelito, ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité, par l'honorable Arma Ifukieto, auteur de la dite interpellation relative à la recrudescence de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Les élus provinciaux de Kinshasa se sont succédés tour à tour au perchoir de cet organe délibérant pour présenter leurs doléances relatives au secteur sécuritaire de Kinshasa. L'honorable Samika Lonji, président de la commission PAG à l'APK, nous en donne la substance. La question orale avec débat adressée au ministre de l'Intérieur et Sécurité par notre collègue Armand, c'était une question très cruciale, une question très pertinente, parce que la ville de Kinshasa s'inquiète, les Kinois se demandent pourquoi nous sommes abandonnés. La population était presque abandonnée. Et nombreux disent que les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ne font absolument rien. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons
posé plusieurs questions qui dérangent la population quinoise et nous attendons que les ministres de l'Intérieur et Sécurité de la ville de Kinshasa puissent revenir dans 48 heures pour répondre à toutes nos préoccupations. Et ce sont les préoccupations qui concernent plus la population quinoise. Le ministre Didier Tengetelito devra revenir 48 heures après et répondre aux préoccupations des élus provinciaux de Kinshasa. Avant même la guerre en Ukraine, l'insécurité alimentaire aiguë a frappé près de 40 millions de personnes supplémentaires en 2021, pour atteindre près de 200 millions en raison des conflits et des crises climatiques et économiques. L'an passé, 193 millions de personnes dans 53 pays se trouvaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë, c'est-à-dire qu'elles ont eu besoin d'une aide urgente pour survivre, mais avec l'aide alimentaire, beaucoup ont souffert de malnutrition aiguë. Incapables de couvrir les minimums de leurs besoins nutritionnels, la classification englobe les niveaux 3 à 5 de l'échelle internationale de la sécurité alimentaire, crise, urgence et catastrophe. Depuis 2016, date de la première publication de ces rapports réalisés par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme alimentaire mondial et l'Union européenne, les chiffres n'ont cessé de croître. Les rapports de 2021 qui n'inclut à ce stade que 42 des 53 pays concernés, estime 179 à 181,1 millions de personnes pourraient souffrir d'insécurité alimentaire aiguë. La hausse enregistrée en 2021 découle d'une triple combinaison toxique de conflits, d'événements météorologiques extrêmes et des chocs économiques. Les difficultés économiques liées à la pandémie de Covid-19, moins conséquentes qu'en 2020, furent la principale cause des faim aiguës pour 30,2 millions de personnes dans le monde. L'ONU précise que ces chiffres sont tirés vers les hauts par l'élargissement des couvertures géographiques qui inclut de nouveaux États comme la République démocratique du Congo. 1,5 milliard de dollars d'aide financière serait nécessaire pour agir dès maintenant afin de profiter de la saison des semis pour augmenter la production dans les régions à risque. La journée de jeudi était plus marquée par l'évaluation de l'état des sièges en République démocratique du Congo. Comme vous le savez bien, la province de l'Ituri est sous état de siège. Le chef de l'État avait convoqué le membre du gouvernement et de l'armée en vue d'une évaluation. Et de l'autre côté, Vital Kamerhe sera devant la Cour de cassation ce 11 mai 2022. Suivez le commentaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a annoncé de la tenue prochaine du table ronde pouvant aboutir à une décision sur l'avenir de l'état de siège. C'était le mercredi 4 avril 2022 dans une réunion restreinte à la Cité de l'Union africaine avec le Premier ministre et certains membres du gouvernement. On a fait des propositions concrètes au président de la République sur l'avenir de l'état de siège à la lumière de l'expérience vécue, des progrès réalisés, des difficultés rencontrées et de la nécessité de regarder comment dans l'avenir on termine cette opération dans les seuls objectifs de ramener la paix. Le président de la République a été très réceptif à ce qui a été dit tout à l'heure et il a promis que dans les jours qui viennent, avant la clôture de la session en cours, nous aurons l'occasion de nous retrouver, les membres du gouvernement et les membres des différents caucus et commissions défense et sécurité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour discuter dans une forme de table ronde de l'avenir à réserver à l'état de siège pour être sûr que nous avons la bonne piste qui nous permet de ramener la paix et qui tienne compte des expressions exprimées par les différentes communautés. Sur cette table ronde consistera à réunir le gouvernement de la République, le caucus de députés des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces derniers donneront leur avis sur le maintien, la réqualification et la fin de l'état de siège décrété il y a une année dans ces deux entités administratives. Pour rappel, l'état de siège a été décrété depuis le 6 mai 2021 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette mesure exceptionnelle vise notamment à la pacification de la partie est du pays en mettant fin aux tueries et massacres perpétrés contre la population civile, mais aussi de restaurer l'autorité de l'État dans ce coin du pays. L'ancien directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi se présentera à nouveau devant la barre pour prouver son innocence, afin d'être acquitté. La Cour de cassation de la République démocratique du Congo avait annulé l'arrêt de la Cour d'appel ayant condamné Vital Kamerhe à 13 ans de prison pour détournement des fonds publics.
La Cour avait également estimé que le juge d'appel avait violé le droit de la défense du président national de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle. Rappelons que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, 63 ans, avait été condamné en avril 2020 à 20 ans de prison pour détournement de près de 50 millions de dollars alloués à la construction des maisons préfabriquées pour les militaires et les policiers, dans le cadre d'un programme que devrait lancer les mandants du président Tshisekedi. Cette peine avait été réduite à 13 ans de prison en appel en juin 2021 lors des audiences. Ses avocats avaient dénoncé un procès politique pour l'empêcher de se présenter en 2023. Beaucoup plus marqué par les sittings organisés par le bloc patriotique et aussi les élections de gouverneurs dans des provinces à problème, suivant le reportage de votre rédaction. Jeudi 5 mai 2022, en jugé par le premier et même le premier, des embouteillages sont à redouter sur la chaussée menant vers le palais de la nation. Il est même à craindre carrément un bouchon, tant de vocation au dessein et destin présidentiel naissent chaque matin des candidats naturels, putatifs, officieux, déclarés. Touti, quand ils sortent du bois, annoncent le couleur, marquent leur territoire, se rappellent au bon souvenir des Congolais. À tout seigneur, tout honneur, Félix Antoine Tshisekedi s'est dit redit dans tous les dialectes du pays qu'il compte remplir. Ambition légitime pour notre fatigue nationale, même si renseigne fort opportunément un proverbe, l'appétit vient en mangeant. Face au président, candidat potentiel ou futur président sortant, des challenges non moins potentiels ne se comptent plus. Sa légalité président élu, Martin Fayulu, le joker énigmatique à sortir du bois de Kingakati, le légendaire Moïse Katumbi Chapwe. Dans son premier ministre, dont Adolphe Muzito, Augustin Matata Ponyo pour ne citer que cela, sans compter ce que le pays de toutes les deux mesures va charrier comme postulant. La part de candidatures, de témoignages, les lots de candidats alimentaires du grand monde en perspective. Pas étonnant que l'équivalent congolais des bisons futés, à savoir les CNPR, Commission nationale de prévention routière, redoute le bouchon sur tous les axes conduisant au palais de la nation et à la cité de l'Union africaine. L'actuel locataire de ce 200 du pouvoir de la République démocratique du Congo s'était-il procuré la voiture tricyclique en prévision de l'engorgement de 2023? Possiblement. Trêve des métaphores routières. Le clos-plein annoncé à candidat n'est pas forcément aux mauvaises choses pour le président en place. Le scrutin à un tour pourrait voir des poids lourds se neutraliser au profit de Fachi, lequel peut, en plus de primes sortant du réflexe légitime et de l'instinct de survie du régime, compter sur le socle que toute la République lui reconnaît et reconnaît. Ça peut donc tourner au qui perd gagne. On n'en est pas encore là. Pas exclu que comme hier, Joseph Kabila Kabange, le variant de TSF, tout sauf Fachi, puisse surgir et faire le ménage aux dégâts. Plusieurs gouverneurs viennent d'être élus ce 6 mai 2022 dans différentes provinces, le vice-gouverneur y compris. Ticket de l'Union sacrée, la candidate Thierry Tabola, ancienne DG de la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK, venait d'être élu à la tête du gouvernorat de la province du Maïndombe. Au Kassai central, le candidat de l'Union sacrée, John Kabeya, est élu gouverneur avec 22 voix sur 33 votants. Dans la province du Maniema, c'est Hubert Kabeya qui prend les commandes avec 18 voix sur 22 votants. Au Olomami, la province sera dirigée par une femme. Les députés provinciaux ont jeté leur dévolu sur la personne de Isabelle Yumba Kalenga. La candidate Julie Ngunga prend la tête de la province du Tanganyika pendant que Isabelle Yumba est élue au Olomami. Élu avec 100% de voix, Mathias Kabeya est désormais le gouverneur du Kasaï oriental. S'agissant du vice-gouvernorat, Jekoko Mulumba écrase Rabi Kulumbe à Kinshasa. Par ailleurs, Guy Bandi et Neferetisi Ngoudiaza s'affronteront au deuxième tour dans la province du Congo central dans le compte du vice-gouverneur.
La marche du bloc patriotique vient d'être réprimée ce vendredi 6 mai 2022 par les éléments de la police nationale congolaise sur le boulevard triomphal non loin du palais du peuple. Selon un cadre du parti politique de Martin Fayoulou, Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, la marche était pacifique pour exiger un consensus au processus électoral en cours. Mais les policiers ont tiré sur nous et ont lancé des lacrymogènes. Nous sommes venus réclamer que nos députés nationaux, que nous avions nous-mêmes choisis, que nous avions élus, puissent arrêter de faire passer la loi électorale qui est en traitement chez eux. Pourquoi nous faisons ça? C'est pour qu'on ne puisse pas aller aux élections avec une CENI qui est déjà taillée à la mesure et avec des lois taillées à la mesure pour favoriser la tricherie. C'est pour ça qu'on est là. On leur dit de stopper. Mais non, la police vient nous empêcher de réagir à notre droit en tant que politicien. De deux, l'argent de RAM, on a stoppé les RAM, on l'a transformé en volant à travers les mégas et les gigas. Nous voulons savoir où est parti cet argent-là. S'il faut nous restituer, qu'on nous restitue. De trois, les choses sont toujours en train de monter de prix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va baisser les prix ou bien on va continuer comme ça? Voilà pourquoi on est ici. Il n'y a que ça qui nous amène ici. Et de poursuivre, quand l'UDPS marche, on ne tire pas sur eux. L'UDPS n'écrit même pas de lettres pour la marche et pourquoi nous violenter. Nous sommes ici devant le palais du peuple parce que nous revendiquons quelque chose qui ne permet pas au peuple congolais que nous sommes, nous les votants. Parce que nous avons constaté qu'il y a la loi électorale que le bureau Mbosso a initiée depuis très longtemps. Et nous constatons que cette loi est discriminatoire. Parce qu'il y a des dispositions, par exemple, qui se trouvent dans ces projets de loi qui ne permettent pas à d'autres Congolais de pouvoir se présenter aux élections prochaines. C'est ainsi que nous, peuple congolais, nous, le parti VIV, nous sommes dit, nous devons nous présenter aujourd'hui devant l'Assemblée nationale parce que c'est l'institution importante qui permet à légiférer le loi, à les traiter et les soumettre au président de la République pour la promulgation. Il s'est de noter que quelques cas de blessés ont été enregistrés du côté de manifestants du Front patriotique. Dans un communiqué rendu public par le directeur de cabinet du chef de l'État Guilén Yembo, la presse présidentielle annonce la visite officielle du roi Philippe et la reine Mathilde en République démocratique du Congo du 7 au 13 juin prochain en RDC. Invité par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le couple royal sera à la tête d'une forte délégation belge et visitera les villes de Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu. Le couple royal sera à la tête d'une délégation belge comprenant le Premier ministre M. Alexander De Croo, le ministre de la Coopération au développement, Mme Mariam Kitir, ainsi que le secrétaire d'État pour la relance et les investissements stratégiques chargé de la politique scientifique, Thomas Dermine. Peut-on lire dans ce communiqué? Le directeur du cabinet du chef de l'État, Guilén Yembo, affirme que cet événement marquera une fois de plus l'excellente qualité des relations bilatérales entre le Royaume de la Belgique et la République démocratique du Congo. La visite a été reportée à 3 reprises, d'abord en 2020 et en 2022 pour cause de la pandémie, puis récemment en février dernier à la suite de l'évasion russe en Ukraine. Nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru, bien sûr à la rédaction de cette édition et bonne suite de programme sur votre chaîne.